Bonsoir et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Ce soir, on est en direct avec Christian Gorgorio qui est installé dans le Bordelais. Alors avec Christian, on travaille ensemble depuis quelques années maintenant parce qu'il fait partie des architectes du vivant. Voilà, corporation qui a été créée par Marceau Bordarias et enfin, vous êtes, je pense, une quinzaine, entre 10 et 15 à l'avoir rejoint. Et on parle souvent d'architecte du vivant pour l'aspect taille. Voilà, c'est vrai que vous êtes Ah, principalement connu pour cet aspect-là, mais il y a aussi voilà, toute une palette de pratiques agroécologiques qui sont mises en œuvre par ces architectes et notamment par Christian, voilà, sur aussi des projets agroforestiers, de l'enherbement. Voilà, et donc je suis ravie de le faire intervenir ce soir pour témoigner un petit peu de tout ce qu'il a mis en place, comment, parce que ben, parfois, voilà, on n'a pas forcément un énorme budget quand on s'installe. Merci beaucoup, Christian, de venir témoigner. Moi, je vais prendre les questions à la fin, du webinaire. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans le fil de discussion. Et si vous n'avez pas de compte YouTube et que vous n'avez pas envie d'en créer un, je vais mettre mon numéro, mon 06, dans le fil de discussion et vous pouvez m'envoyer les questions par SMS. Comme ça, moi, je les prendrai au fur et à mesure. Et puis à la fin, on prendra un temps d'échange avec Christian. Voilà, bah voilà, passez un bon moment et on se retrouve à la fin pour les questions. Et Christian, je te donne la parole. ouais, ben écoutez, bonjour. Alors, je vais faire un peu une présentation de ce que j'ai pu mettre en place au niveau du domaine, avec les principes surtout de l'agroécologie que j'ai pu développer. Et l'idée, en fait, ce webinaire, c'était agroécologie, faire mieux avec moins, c'est-à-dire que dans tout, en fait, ce que j'ai pu mettre en place, ça a été fait avec peu ou pas de moyens. Donc en gros, c'est comment essayer de faire bien avec pas grand-chose. Je vais d'abord vous présenter un petit peu le contexte. En premier lieu, je suis ingénieur agri de formation et avant de devenir vigneron, j'ai travaillé pendant un peu plus d'une dizaine d'années comme conseiller viticole auprès de caves coopératives. J'ai travaillé 10 ans chez les vignerons de Tutiac, qui est une très grosse cave coopérative de Gironde. Et en 2015, j'ai eu l'opportunité on m'a proposé de reprendre 3 hectares et demi de vignes en fermage. Et j'ai passé, j'ai sauté. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion et puis j'ai commencé cette aventure de vigneron avec au départ pas de matériel puisque les banques ne voulaient pas me suivre sur le début et donc ils voulaient que je récolte avant de pouvoir me permettre d'avoir un petit peu de prêt pour pouvoir m'acheter du matériel. Donc au début, ça a été fait avec du prêt de matériel qu'on m'a donné. Et puis j'ai fait aussi un KissKissBank pour m'apporter un petit peu des fonds pour pouvoir faire cette campagne. Ça m'a permis un petit peu de faire attention à ce que je faisais, d'essayer de faire moins ou pas grand-chose ou le moins possible en tout cas, et pas de faire de choses superflues. L'idée, c'était de pas faire un jardin avec ces 3 hectares et demi, et parce que voilà, le matériel, il m'appartenait pas. En plus, moi, je débarquais, j'étais conseiller viti, mais j'étais pas du tout vigneron, pas du tout du milieu historique. Donc voilà, j'ai monté sur un tracteur à ce moment-là pour la première fois, donc c'était pas simple non plus. Voilà, donc ça a été un début un peu chaotique et sans matériel. Et puis ensuite, en 2017, j'ai racheté une propriété dans les Côtes de Blaye, 5 hectares. Et puis, on s'est lancé à fond dans l'aventure. On a récupéré. Alors, Christian, on ne t'entend plus.
est très très tendu pour moi et pour le Bordelais depuis 2023, où bah, voilà, il y a des grandes difficultés économiques. Il Je faut sais qu'autre pas, chose avec pas grand-chose. Christian a un souci de connexion et je ne t'entends pas. Alors, on va essayer de reconnecter Christian. Oui, Christian, on t'a perdu. Ouais, putain, j'espère que ça va pas faire ça tout le truc. Allez, je repartage. Oui, voilà, tu peux. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est partager et couper ta caméra. Parfois, de couper la caméra, ça te fait gagner de la bande passante. Ok, ça marche. Alors, je vais couper ma caméra. Voilà, et puis tu peux Je suis désolé. relancer. C'est bon? Là, Ouais, tu peux remettre en grand le diapo et puis voilà, en coupant la tu l'as, caméra. le partage. J'ai le partage, ouais. Donc là, voilà, on revient sur le contexte. Voilà, je suis désolé de l'interruption. Non, t'en fais pas. Et voilà, et là, tu peux couper la caméra. Tu vois, Alors, en attends. bas, tu as un truc vidéo, tu as le micro, la vidéo. Voilà, j'ai coupé la vidéo. Ouais, voilà, normalement, ça devrait mieux passer. Là, Super. on est en ligne ou pas? Comment? On est en direct? Oui, ça continue du coup le direct. Eh bien, alors voilà, c'est parti. Bon, je suis vraiment désolé. Voilà. Alors, la chose, c'est que je suis parti avec des vignes qui étaient en bio, en fait, quand j'ai commencé au niveau de la propriété, que ce soit les 3 hectares et demi ou les 5 hectares, on était sur des vignes qui étaient en bio depuis de nombreuses années. Et on verra que c'était pas, c'était, on va dire, un bon début pour pouvoir mettre en place ce que je voulais mettre. Alors, en fait, je voulais juste rappeler les principes de l'agroécologie, mais assez rapidement, parce que bon, les gens peut-être qui suivent connaissent un petit peu ces principes, mais je voulais rappeler que l'idée, c'était d'aggrader du carbone. Et donc, moi, tout ce que j'essaye de mettre en place, c'est stocker de la matière organique, ou en tout cas, ne pas la perdre, et essayer, par différents moyens, d'augmenter la matière organique de mon sol et d'augmenter la vie de mon sol. Ça, c'était en premier lieu, et on verra que tout ce que j'ai pu mettre en place depuis 2015 sur la propriété. Bon, l'autre idée, d'optimiser l'utilisation des ressources, l'eau, le sol, la lumière, les nutriments, en minimisant les pertes. Tout ça, c'est optimiser la photosynthèse, faire de la biomasse grâce à la photosynthèse, limiter l'érosion, limiter l'exposition à la lumière du sol. C'est tous ces principes, ces grands principes des sols couverts. Et puis, l'idée aussi, c'est d'augmenter la diversité des espèces et des variétés cultivées dans l'espace et dans le temps. Donc, on va voir ce que j'ai mis en place, mais je suis parti effectivement sur de l'agroforesterie, mais aussi sur d'essayer d'avoir une diversité végétale à l'intérieur de mes parcelles. Et puis, tout ça, ça permet une interaction positive entre les organismes présents dans l'agrosystème. Voilà, c'était pour présenter un peu ces principes de l'agroécologie. Et donc ça s'est déroulé en plusieurs temps depuis 2015, où j'ai d'abord, en premier lieu, travaillé sur le sol. Et dans un premier temps, vu que c'était des vignes qui étaient soit intégralement travaillées, soit fortement travaillées, puisque ici à la propriété, dans les Côtes de Blaye, on était à 2 rangs sur 3 qui étaient travaillés. Et dans les premières vignes que j'avais prises en fermage, on était sur du travail total. Donc j'ai commencé par du semis céréales légumineuses. C'est la première chose, c'est relativement simple à mettre en œuvre. J'ai travaillé très légèrement pour faire pour faire mes semis avec un petit brota. Et puis c'était de la semence fermière. Donc à l'époque, je crois que c'était autour de 500-600 € la tonne. Et puis je faisais une densité de semis de 100-200 kilos hectare. Voilà.
Ça, c'était les premières phases. Après, je suis parti sur un semis de mélange complexe, type Wolf, où ça, vu les coûts, alors là, je me souviendrai plus des coûts du Wolf, mais c'est plutôt assez cher. Mais ça dure plusieurs années. Je l'ai fait tous les 8 rangs et je dois dire que j'étais assez content de la chose parce que vraiment, ça dure vraiment dans le temps puisque je les ai faits en 2018 ou 2019 et on les voit encore sur les rangs où je les ai faits. Donc ça dure vraiment dans le temps si on les laisse tranquilles. Et puis maintenant, je suis en enherbement naturel. Je fais plus de semis l'idée de faire des semis, c'est pas non plus, voilà, j'ai pas arrêté de me dire que je ferais des semis, mais pour l'instant, on laisse l'enherbement naturel, il me convient bien. Ensuite, on a travaillé sur le végétal. Donc, bah, comme Mélodie a dit, je fais partie de la corporation des architectes. Je connais Marceau depuis les années 2014. Et puis, on avait déjà commencé à faire des formations ensemble à l'époque où j'ai récupéré les vignes. Et donc, bah, j'ai mis en place sur le domaine des vignes qui étaient taillées classiquement, traditionnellement à Bordeaux, à un guyot, à 2 lattes sèches. Bon, j'ai mis en place, on va voir une certaine euh, modification de la taille pour arriver à un allongement permanent maîtrisé. On verra, je suis parti sur un cote en tête, on verra un petit peu la petite différence que c'est par rapport à la taille. Et l'idée, c'est d'accumuler un maximum de réserves au niveau de mes plantes. Ensuite, on a travaillé sur la biodiversité, plantation de haies, création de mares. On va voir un peu tout ça, je l'illustre après. Et puis, l'idée, c'était de sortir de la monoculture. Et donc, je suis parti sur une plantation d'arbres fruitiers et d'arbres de chênes truffiers en intraparcellaire. Alors, ça, c'est un petit graphique, c'est un petit peu pour dire l'idée quand on met en place l'agroécologie, d'où on part et où on veut aller. C'est un schéma qui a été inspiré de M. Husson, d'Olivier Husson, qui travaille sur le pH redox au CIRAD. Et c'est un graphique qui a été largement amélioré par Marie-Pierre Lacoste. Voilà, donc au départ, on est sur un sol dégradé et puis notre idée, c'est d'arriver sur un système qui est fort, qui a un fort taux de matière organique, qui est autonome, qui se débrouille tout seul, où les plantes arrivent à se développer et à faire de la biomasse naturellement et avoir une nutrition équilibrée. Et puis entre deux, ben, il y a une transition. Cette transition, c'est les sols couverts, c'est maximiser la photosynthèse et puis c'est être plus ou moins interventionniste pour arriver à ce système. Donc, ça demande des fois bah, de l'investissement en temps et en argent. Donc, moi, je suis parti quand même d'un système qui n'était pas trop. On n'était pas sur des systèmes dégradés, on était sur des systèmes qui étaient déjà dans des phases de transition. Les premières vignes que j'ai récupérées, elles étaient sur des anciennes carrières de pierre et des anciennes champignonnières. Et en fait, pendant longtemps, les vignerons prenaient le fumier de champignons et le balançaient dans les vignes. Donc, ça a été entretenu en matière organique pendant longtemps. Et effectivement, on va dire que le sol a réagi très rapidement après l'arrêt du travail du sol. Donc ça, c'est un petit peu les étapes au niveau. Donc on a commencé par les céréales, mais on a aussi arrêté de broyer les sarments. Donc l'idée, c'était que chaque fois que je devais broyer les sarments, déjà, je n'avais pas le matériel. Et puis, donc j'empruntais le broyeur. Derrière, je broyais de l'herbe. Donc je limitais en fait le développement de biomasse. Et donc, je suis parti d'arrêter de broyer les sarments et ils sont sur le sol. Ils sont pas très gênants rapidement et parce qu'ils sont pris dans l'herbe. Il y a juste sur les Cabernets Sauvignon que ça peut être un peu problématique lors des premiers passages, notamment des outils de travail du cavaillon. On a arrêté de tondre les tournières. C'est pareil, au début, j'avais du mal au regard des autres surtout, parce que je voyais pas trop l'intérêt de tondre des tournières. Et donc, j'ai arrêté de tondre mes tournières et j'ai arrêté de tondre les rangs en 2018. Et puis, par contre, j'avais rien pour écraser. Donc, c'est pareil. Au début, j'ai emprunté du matériel. Et puis, en 2021, on a pu acheter un. Alors, bon, je fais encore de la pub pour Orbis. Mais j'ai pas de part sociale chez eux. Et je suis pas un influenceur Orbis. Mais il faut reconnaître que c'est un outil.
En tout cas, chez moi, qui m'apporte entièrement satisfaction dans la gestion de mes couverts. C'est la dernière année que j'ai fait des semis aussi, en 2021. On était sur le dernier semis de mété, donc un mélange de céréales et de légumineuses que j'avais récupéré chez un agriculteur en bio. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai semé. J'avais essayé un semis direct, mais ça n'a pas été un résultat exceptionnel. Est-ce que, Donc ça, Christian, tu veux bien développer un peu ceux qui connaissent pas Orbis? ouais, j'ai des vidéos après. Super. Tu vas voir. Et je me permets une petite question. Tu sais, on entend souvent voilà, de laisser les sarments dans les rangs, les maladies, nanana, c'est pour ça qu'on les brûle. Toi, par ton retour d'expérience, ça n'a jamais développé plus de pathogènes ou de maladies de bois de laisser les sarments. Non, sur le sol, honnêtement, non, non, non. Cette idée-là, à partir du moment où tu as un sol vivant ou un sol bien dynamique, je vois pas. Enfin, il y a de la compétition spatiale pour moi entre les champignons, entre les micro-organismes. C'est un peu le but de tout ça, quoi. Entre le milieu et entre les différents champignons, milieu, odium, et différents champignons qu'on peut avoir et qui vont lutter. Je pense que l'effet négatif est compensé par l'effet bénéfique de la multiplicité des espèces. En tout cas, j'ai pas vu de plus de temps de pression que ce soit. Ok, Euh, merci. du milieu, oui, le milieu est un problème à Bordeaux, mais il n'y a pas plus de milieu parce que je laisse mes serments que les enlever, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mes premiers semis au tout début, où j'étais parti sur de la céréale légumineuse, du triticale, qui avait fait une jolie biomasse, et puis du bois fourragé, qui avait été vraiment superbe. Donc ça, c'était les premiers semis. Et puis rapidement, ben, je me suis aperçu que ben, ce qui sortait naturellement, c'était pas mal. Il y avait de la céréale qui regermait, mais il y avait aussi de la vesse et différentes espèces de fleurs, des espèces nitratophiles, comme là la fumeterre officinale ou la véronique. Là, on a du calendula. Voilà, c'était une belle diversité de fleurs et d'annuels qui font que bon, je me suis dit, on va pas trop s'énerver, on va pas trop s'énerver sur refaire des semis systématiquement chaque année. Voilà, ça c'est la vidéo que tu voulais avoir de l'Orbis. Donc là, c'est juste une vidéo qui permet de voir l'intérêt de cet appareil, c'est qu'il permet de rouler des semis très développés, bien développés, ou même des semis un peu plus frais, moins lignifiés. On va très vite. Bon, là, c'était pas avec mon tracteur, mais bon, on peut aller jusqu'à 10-11 km sans problème. C'est plus tenir le tracteur qui est problématique. Et on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se relève. Ça fait quand même du super travail. Devant, il y avait une belle masse. Ça, c'est à la maison avant passage. Donc là, on est sur du développement naturel. Je laisse pousser au maximum maintenant. Vraiment, je suis assez décontracté là-dessus. C'est-à-dire que, en gros, je vais faire un passage à deux passages maximum dans l'année. Et on essaye d'avoir vraiment de garder le plus longtemps possible le couvert. Là, on est sur du naturel. C'était beaucoup de fol avoine cette année. Ça dépend des années. Il y a des choses, c'est plus ou moins varié, plus ou moins mono spécifique. Ça change. Il y a des années, il y a moins de fol avoine, il y a un peu plus d'autres choses. Là, cette année, c'était en 2023, ça, cette photo. On était à fond sur de la fol avoine. Je roule en général la première fois un petit peu avant l'élevage parce que c'est plus pour permettre aux gens de travailler dans des conditions acceptables. Parce qu'en général, ils ronchonnent d'avoir de l'herbe jusqu'en haut du caleçon et d'être mouillé. Voilà, ça c'est après quand on a roulé. Donc ça, c'est à l'automne. Et en fait, l'idée, c'était de montrer que là, on est à zéro tonte. Il n'y a pas eu du tout de tonte sur cette partie-là. Et à l'automne, une fois que le paillage a été fait, quand il commence à avoir les premières pluies, ben, on a un développement de petites graminées qui viennent pousser au-dessus du paillage. Et on dit qu'on dirait qu'on a fait un petit semis de gazon. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est très. Puis ça fait vraiment, par rapport à un mec qui tombe à côté, on voit pas du tout la différence. Moi, ce qui m'intéresse aussi sur cette photo, c'est montrer que la haie foliaire est très homogène. Il y a pas de trou dans la haie et c'est aussi l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une haie foliaire la plus homogène possible.
Et cette année-là, je m'étais amusé à comparer avec mon voisin qui travaille traditionnellement. Là, c'est chez lui, c'est le même jour. C'est juste au-dessus de chez moi. Il y a une route à traverser. Et là, on est sur un travail qui est traditionnel de je fais un coup, un travail un rang sur deux avec du rota. Et puis l'autre côté est tondu. Donc ici rota et puis la tonte. Et puis je me suis amusé à faire un test de bêche là-dessus. C'est relativement simple. Donc j'ai fait un test WES, évaluation visuelle de la qualité structurelle d'un sol. Et en fait, c'est un truc qui permet visuellement de classer un peu son sol et de voir l'état en fonction si c'est compact, si c'est moyennement compact ou pas du tout compact et plutôt aéré. Donc c'est classé de 1 à 5. 5, c'est très compact. Voilà, donc je vous ai fait les petites photos de ça, c'est dans la parcelle qui était de mon voisin. J'ai pas pu faire plus de 15 centimètres de bêche en dessous, j'arrivais pas à passer. Et puis j'ai fait, alors j'ai distingué deux niveaux sur sur ces 15-20 centimètres. En gros, un premier niveau qui était un peu plus sombre, on retrouvait de la matière organique qui n'était pas très bien décomposée. Ça, je pense que c'est des serments qui, on dirait presque du charbon, tellement ils sont dans un système compact. On a un petit ver de terre qui essaye malheureusement de se frayer un chemin dans ce truc qui est plutôt dur, pas beaucoup de racines. Et donc là, bon, quand on fait la petite test, on affiche une truc de 4, donc plutôt compact et voire très compact sur tout l'horizon. Et puis ça, c'est chez moi. Là, c'était un test de bêche qui a été fait dans un ancien semi de Wolf. Et là, dans l'autre rang qui n'est pas un semi en Wolf. Donc on voit que, alors moi j'ai distingué trois zones dans mon test. Déjà, la bêche, c'est une bêche assez fine. 40 centimètres, j'ai réussi à les faire. Donc voilà, et je distingue une première partie qui est la partie où j'accumule la matière, qui est un petit peu plus sombre, plus humifère, qui est très grumeleuse. Une zone intermédiaire qui est un peu plus compacte, qu'on retrouve, même si là, le côté compact est quasiment disparu. Là, c'est un tout petit peu plus compact, mais on voit qu'il y a quand même des racines qui passent. Et puis, en dessous, on retrouve un truc un peu plus clair, un peu moins humifère, mais qui est aussi plutôt très grumeleux. Donc moi, ça m'a plutôt fait plaisir de voir ça. Et là, quand on s'amuse à faire le test de bêche, on arrive à un truc qui est de 1,75. Donc c'est pas parfait, mais on est plutôt bien. Voilà, donc ça c'était un peu un test facile pour à la fois me réconforter dans ce que je faisais et m'encourager à continuer. Alors sur la plante, donc on a travaillé sur la taille. Je vous montre après des photos pour voir un petit peu ce qu'on a mis en place sur la taille. Euh, et puis on a aussi travaillé sur les ébourgeonnages. Ça c'est un truc, même si on n'a pas beaucoup de moyens. Je m'impose un passage minimum d'ébourgeonnage et puis comme j'arrive pas à faire du monotâche, en général, on fait un levage et un tressage ensuite. On verra pourquoi je tresse, je le dis et je l'explique un peu plus tard. On a dans les deuxièmes passages, soit pendant le levage, soit pendant le tressage, où on enlève à nouveau de l'ébourgeonnage. Et puis, on a simplifié le levage parce que, ben, en fait, c'était aussi pour gagner du temps, on verra. Je fais qu'un levage et je tresse ensuite. Une fois que les rameaux sont tressés, le palissage tient. Voilà, donc je fais pas de relevage. C'était un peu pour simplifier et pour gagner un peu enlever une étape pour passer sur ce tressage qui quand même prend un peu de temps. Alors, en termes de temps, j'ai calculé à peu près, on est à 25 arts par jour, que ce soit le levage ou le tressage. C'est à peu près 1200 pieds, 1300 pieds jour à peu près pour cette pratique. Euh, alors, ça c'est sur la taille. Et puis, pour vous montrer un petit peu ce que je mettais en place sur la taille, j'ai pris des photos sur le même pied qui en 2024-2025. Comme ça, on voit un petit peu comment évolue le pied entre les deux années. Donc ça, c'est un pied. Donc on est sur les merlots qui ont été donc convertis. Donc le principe, en fait, déjà, j'ai mis en place des codes partout.
Donc les cotes, c'est ma taille de l'année suivante, c'est là-dessus que je vais pouvoir tailler. Donc lorsque on met les consignes pour les bourgeonnages, c'est relativement simple, on enlève tout, puisque quelque part, je ne vais pas aller chercher un pampe qui est là pour pouvoir ensuite faire une réduction. On a les cotes, c'est notre allongement qui est maîtrisé, on sait où il va être. Et puis après, il y a une baguette, en général, rarement deux baguettes. Parce que par rapport à l'équilibre de la charge, j'oscille entre 4 bourgeons minimum à 10 bourgeons. Et quand on est à 10 bourgeons, je passe à deux baguettes. Mais en général, c'est plutôt une baguette. En moyenne, on est entre 6 à 8 bourgeons par pied. Donc là, on est sur un pied en 2024, fin 2024. Et donc, ça, c'est ensuite, une fois qu'il a été taillé. Donc, on a gardé un cote et puis j'ai alterné la baguette. Je ne le fais pas systématiquement. L'idée, c'est que la baguette, elle est repliée sur le pied. Pour ça, c'est pour occuper l'espace. En fait, ici, on a le code qui va nous occuper une zone de palissage avec deux rameaux là aussi. Et donc, le milieu, comme on allonge, le milieu est un peu dégarni. Et au lieu d'aller plier vers mon pied d'à côté, là où je vais avoir des rameaux qui vont se croiser, ben, ma baguette, elle vient se croiser elle vient se plier sur le milieu et on enlève tous les bourgeons qui sont en dessous pour qu'il y ait un bon palissage. En fait, ça, c'est ce qui coûte le plus long quand on taille. C'est relativement rapide, mais les bourgeonnages de la baguette, c'est ce qui coûte le plus cher en termes de temps. Grosso modo, là, maintenant, je tourne, suivant les parcelles, j'ai recalculé là, il n'y a pas longtemps, entre 800 et 1100 pieds par jour. Donc malgré tout, on reste sur des trucs assez compétitifs, sachant qu'on n'a pas beaucoup de coups de sécateur, mais que le coup de sécateur le plus long, c'est les bourgeonnages de la latte, de la baguette. Donc ça, c'est bah, le pied qui a poussé. On voit que les bourgeons des côtes ont fait des rameaux relativement dynamiques. Et puis sur la baguette, ça a été un peu plus poussif cette année. On avait laissé trois bourgeons. Il y a eu deux qui ont fait moyennasse et puis un qui a été plutôt dynamique. Donc cette année, on est reparti. J'ai changé à nouveau la place de la baguette. Et puis j'ai replié, je vais la replier sur le truc. J'ai enlevé un bourgeon pour être un peu plus soft en termes de charge. Voilà. Alors là, quand on va dans des détails, parce que si vous avez remarqué, le côte est devant et la baguette est derrière, ce qui n'est pas commun dans les pratiques de taille, en tout cas classiques. Donc là, c'est des zooms un peu sur les côtes. En fait, j'ai adopté cette technique de mettre le côte devant. Systématiquement, ça fait maintenant, c'est la quatrième année qu'on l'a systématisé, hein, c'est 2025. Enfin, cette année de taille est la quatrième campagne. L'idée, c'était vraiment de ne plus faire du tout de plaies de plus de 3 ans, en fait, sur le pied, et de simplifier les consignes, c'est-à-dire que quand moi je dis c'est pas moi qui taille, je dis au tailleur, le code, c'est celui qui est le plus loin, et puis la baguette, c'est l'autre. Et donc, ça simplifie beaucoup les consignes, et tu me fais un code à deux yeux. Voilà, donc en fait, ici, on avait déjà fait ça l'année d'avant, hein, sur ce pied, où ça, c'était l'ancien cote. On avait mis le cote et la baguette repliée sur l'intérieur. Donc on systématise un petit peu cette idée de mettre le cote devant, sachant que là, on va supprimer, hop, ah merde, hop, là. Donc là, on supprime la baguette en gardant la couronne, on supprime le bois que je veux pas en gardant la couronne, et puis on fait un cote. Et l'année suivante, bah, je sais déjà que j'aurai mon code devant puisque j'ai fait en sorte que mon code soit devant pour l'année suivante. Donc ça, c'est le résultat hein, fait, c'est cette année. Ce bourgeon-là, ça a donné ce rameau-là. Et le bourgeon qu'on ne voit pas ici a donné ce rameau-là. Donc là, cette année, quand j'ai taillé cette année, eh ben, voilà. J'ai refait mon code devant et je remets la baguette derrière. Ici, on a les suppressions des couronnes là, qui petit à petit vont être recouverts. Voilà, donc on arrive à un système où finalement le fait de faire que des réductions de plaies de 2 ans, en fait, on n'a pas de nécrose profonde au niveau du bois. Donc on gagne en réserve et en bois vivant. On limite l'impact sur la plante. Bon, ça c'est de l'autre côté, je vais passer un peu plus vite. Comme ça,
Ouais, on est déjà à une demi-heure. Et là, c'est les systèmes sur les jeunes vignes. Donc, en fait, l'idée sur les deux jeunes vignes, parce que le problème de mettre du guyot double et d'avoir deux zones qui s'allongent de part et d'autre, c'est qu'à un moment donné, si je reviens en arrière, c'est qu'à un moment donné, je vais me rapprocher du pied voisin. De part et d'autre, on allonge. Et donc, de chaque côté, les pieds se rapprochent. Donc, on est parti sur des systèmes. L'idée, c'était de partir sur des systèmes unilatérale en disant bah, l'allongement, bah, il va être permanent toujours dans un même sens. Donc ici, ça va s'allonger toujours dans ce sens-là. Donc là, on est sur une plante. C'est une plante que j'ai plantée en 2021. On a mis arrachage de la vigne, ripper, et puis derrière plantation. Et on a arrêté de travailler les sols, semis de métais, et c'est tout ce qu'on a fait depuis. Pas de fumure, pas d'engrais, rien. Alors là, on est sur un 3309. Ça marche plutôt bien. J'ai du riparia sur la même parcelle, c'est un peu moins brillant. Mais vous voyez que là, zéro fertile, ça pousse. Et l'idée, à chaque fois, ça a été de tailler en allongement, c'est-à-dire d'éviter les plaies de plus de 2 ans sur ce pied-là. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu bizarre, mais j'ai de mon code, j'ai mis un code devant. Et j'ai mis une baguette qui part par en dessous et qui est pliée à l'opposé. Et on voit en ébourgeonnant les premiers, ben, ça ne gêne pas du tout au développement de la plante. On a plutôt des très beaux rameaux et une plante qui est plutôt dynamique. Ça donne ça après taille. Donc on a toujours ce code qui s'allonge dans ce sens-là. Avec l'année prochaine, j'ai mon futur code qui est là, ma future baguette qui est là. Et là, j'ai doublé, j'avais 2 yeux, j'avais laissé sur mon rameau. Là, j'en ai laissé 4 parce que je considérais que j'avais eu un développement plutôt dynamique. Et cette année, ça a donné ça. Donc, on retrouve le côte avec les deux rameaux qui sont bien, bien chouettes. Et puis, sur la baguette, les 4 bourgeons ont plutôt bien, bien fonctionné. C'est plutôt homogène comme développement, sauf celui-là qui est un petit peu moins péchu. Et ça donne ça après taille. Cette année, on l'a retaillé avec toujours le code qui va s'allonger. Donc l'idée ici, c'est qu'effectivement, les pieds se courent après et ne se rattrapent pas. Voilà. Et donc là, c'est une parcelle volontairement que on vendange à la main, parce que je ne veux pas la vendanger à la machine pour vraiment aller au bout de l'idée d'avoir zéro problème lié à de la casse qui pourrait être liée par rapport à la machine. Donc pour que vraiment voir depuis le début de cette plantation, on l'a taillé qu'en allongement, on a fait zéro coupe de plus de 2 ans. Donc l'idée, c'est de voir dans le temps comment va s'exprimer cette plante et comment, avec l'accumulation de réserves, voilà, elle va progresser. Bon, ça, c'est le zoom avec les côtes. On voit, on coupe la baguette en gardant la couronne, on supprime les chicots. Et là, c'est de l'autre côté. Et pareil, on supprime la baguette en gardant les couronnes, on supprime les chicots. Et puis voilà. Ça, c'est des systèmes qui vont relativement vite à tailler, où là, on va être plus près des 1100 pieds, voire même un peu plus. Parce que c'est très homogène, il n'y a pas de questions à se poser, et il y a peu de coups de sécateur à donner. Bon, ça, c'était pour montrer les pieds, parce qu'à chaque fois, on enlève les chicots pour que ça se recouvre bien. Et depuis le début, en fait, là, on a ça doit être le petit chicot du premier coup de sécateur. On essaye de les faire au ras pour que petit à petit tout soit recouvert. Alors pourquoi je tresse au vignoble? Parce que là, on peut dire qu'en termes de coût, c'est un surcoût. Bon, moi, je considère que ça se vaut entre les opérations que je fais et que je ne fais pas. Donc depuis 2018, je suis parti sur le tressage. J'ai simplifié mon itinéraire technique parce que, bah, en fait, j'ai fait d'abord, au début, je faisais un levage. Et puis un relevage, et puis on tressait. Et le relevage, je le faisais faire à l'entreprise pour que ça aille plus vite. Et nous, derrière, on enchaînait avec le tressage. Et puis, quand on arrivait au tressage, comme les gens, quand ils relèvent en entreprise, ils vont vite, mais ils relèvent assez peu en hauteur. Et finalement, tout s'était cassé la gueule avant qu'on arrive pour le levage, pour le tressage. Donc, on refaisait un levage. Donc, j'ai supprimé ce relevage pour directement tresser derrière finalement, puisqu'une fois que c'est bloqué, ça ne bouge plus. Alors là, je fais un petit peu de cours d'hormones, parce que pourquoi je m'embête à tresser? Au départ, j'avais vu un vigneron dans le Val-de-Loire qui faisait ça depuis longtemps et qui était très satisfait.
Et ces arguments m'avaient convaincu. Et puis depuis, eh ben, j'ai aussi on a, voilà, un petit peu réfléchi sur l'intérêt de garder l'apex plutôt que de rogner. Ici, l'apex qui est en haut du rameau, c'est lui qui fabrique de l'auxine et puis les racines, elles fabriquent une hormone qui s'appelle la cytokinine. Les deux sont en équilibre. Et en fait, l'auxine, elle stimule, elle inhibe la croissance des entrecœurs, elle stimule les racines secondaires et stimule la croissance de l'apex racinaire. Et inversement, la cytokinine, elle inhibe les croissances racinaires secondaires, elle stimule les entrecœurs et elle stimule la croissance de l'apex collinaire. Donc en fait, c'est un équilibre. Et quand on rogne, eh ben, on a moins de synthèse d'auxine pendant un temps. Donc les entrecœurs qui démarrent, déjà c'est un stress parce qu'il faut que la plante elle redevienne étanche. Donc elle va boucher les vaisseaux qu'on a coupés. Et puis, il va avoir débourrement des entrecœurs jusqu'à un nouvel équilibre, puisque les entrecœurs, ils ont un apex, donc ils refont de la cytokinine. Mais à chaque fois ils font de l'oxine, à chaque fois qu'on rogne, on redéséquilibre la plante. Et puis, on limite finalement cette exploration racinaire et donc, dans le contexte, il y a deux manières de voir les choses. C'est vrai que on entend dire, et souvent on voit des gens qui, parce qu'on passe dans des périodes super sèches, disent, bon, on va réduire la surface foliaire. Et moi, au contraire, ben, je laisse pousser. Et donc, l'idée, c'est que effectivement, quand on réduit la surface foliaire, on réduit le potentiel d'évapotranspiration. Mais d'un autre côté, on stresse la plante et on stimule la croissance des entrecœurs et on limite l'exploitation racinaire. Donc moi, je me dis que bah, finalement, en gardant l'APEX, bah, je vais peut-être avoir plus d'évapotranspiration, mais aussi avoir un système racinaire qui va aller plus explorer. Voilà pourquoi je suis parti sur du tressage. Donc, malgré tout, il faut quand même organiser pour pouvoir passer avec le tracteur. Je ne peux pas laisser retomber les rameaux. Donc, c'est pour ça qu'on les tresse. Au départ, je le faisais au-dessus du fil de tête. Mais non, je ne m'embête pas. Je le fais autour du fil de tête. Et puis, voilà, moins de perturbations moins de végétation en zone de grappe. Les entrecœurs, en fait, ils démarrent légèrement au-dessus. Là, on le voit sur ce rameau. Les entrecœurs, ils ont démarré un petit peu au-dessus parce que quand on baisse le rameau, forcément, la dominance apicale est un peu moins forte et on a quand même des entrecœurs qui démarrent, mais ils démarrent en dessous de la zone de grappe. Donc la zone de grappe, il y a que de la vieille feuille qui viennent protéger les grappes. Et puis voilà, moi j'effeuille pas et il y a une bonne aération de la zone. Et voilà. Protection contre le soleil, facilitation de la taille en N+1 parce que souvent à nettoyer les baguettes, elles sont clean, il y a moins d'entrecœurs à enlever. Par contre, ben, plus long à réaliser que le rognage. Mais bon, après, en général, on rogne 2 à 3 fois dans la campagne. Moi, je fais qu'un seul tressage. C'est manuel obligatoirement et bah, il y a du tirage de bois un peu plus long, même si je suis assez. Pour moi, c'est pas forcément un problème parce que souvent, dans le tressage, à part quand il y a beaucoup de bois, c'est un peu compliqué, mais quand il n'y a pas beaucoup de bois, ça s'enlève assez facilement. C'est juste un sécateur pour couper les bois, parce que des fois, on a des pousses qui font 2 3 mètres. Donc là, un petit sécateur pour couper le bois, pour me mettre dans le rang, c'est un peu mieux. Mais en termes de difficulté à tirer le bois, c'est pas plus difficile, parce que souvent, la vrille qui vient s'accrocher au fil de tête, là, elle n'est pas du tout accrochée au fil de tête. Donc ça s'enlève un peu plus facilement. Voilà pourquoi je suis parti sur du tressage malgré le fait que j'ai pas beaucoup de moyens. Alors, le travail sur la biodiversité, on a planté des haies en 2018. Quand je suis arrivé ici à la propriété que j'ai rachetée ici à Blaye. Euh, et puis, j'ai réalisé 2 mares dans le vignoble à la fin de 2021. Voilà, on a réalisé 2 mares dans le vignoble avec l'aide d'un syndicat, le syndicat du Mouron, qui aide à la remise en place de zones humides. Donc, l'idée, c'était alors là-dessus, sur la plantation de haies, j'ai eu un financement. C'était un partenariat pour, par rapport au crédit carbone.
Et donc, en fait, c'était avec Arbre et Paysage 33. Et c'était une convention tripartite avec les Caudalie, moi et Arbre et Paysage. Donc, ça m'a coûté zéro. Ils se sont occupés de la plantation, de l'entretien les 2 premières années. Et depuis, bah, c'est moi qui la gère, mais en gros, je la laisse pousser. Et il y a eu 500 mètres de haies qui ont été faites à plusieurs endroits dans la propriété. Et pour les deux mares, là, c'était 80% de subvention avec la région. Bon, ce qui était un peu ennuyeux, c'est qu'il fallait avancer les sous. Ça, c'était plus problématique. Voilà, parce que c'était fait quand même avec le syndicat. Donc, ceux qui sont intervenus, c'était des gens spécialisés dans la remise dans la régénération de zones humides. Donc, on est parti sur des zones du vignoble qui poussaient pas parce que c'était des anciennes zones humides. Ils avaient bouché des puits, bouché des zones, ils avaient mis de la vigne par-dessus et ça poussait pas. Et donc, bah, j'ai remis ces zones en eau. Donc, ça, c'est mes mares juste après le boulot. Voilà. Donc, il y a deux mares à deux endroits. Celle-là, elle s'assèche un peu pendant l'été. Voilà, même si cette année, elle est restée une petite flaque d'eau en fin de l'été, mais très vite, elle est revenue en eau. Et celle-là, elle est tout le temps en eau parce qu'il y a une source et on l'a captée et ça coule tout le temps. Voilà, ça c'était pour le plaisir de la photo avec le soleil. Et ça, c'est la même mare maintenant avec la végétation qui se développe. J'ai essayé de mettre des arbres autour, mais le problème, c'est que il y a beaucoup de monde qui viennent à la mare. Il y a pas mal de sangliers, de chevreuils, de tout un tas de choses qui passent. Et je dois dire que j'ai du mal à préserver les arbres autour. Ça, c'était pour montrer la biodiversité sur la tournière, une petite vidéo. C'est cet été, alors c'est pas joli, enfin moi je trouve ça joli, mais il y en a qui trouvent ça pas beau parce que c'est de l'herbe sèche. Mais moi je trouve que c'est pas si moche que ça. Et là, bah, c'était plein de papillons qui s'envolaient. Et moi je trouvais ça chouette d'avoir ça. Voilà. Donc ça aide à la biodiversité. Il y avait vraiment une nuée de papillons qui venaient. Et ça fait plaisir à voir. Bon, certes, c'est moins joli et encore, c'est discutable, qu'un terrain de golf. Voilà. Alors. Alors après, on a planté des arbres, 300 arbres fruitiers. Alors je suis parti sur des arbres, c'est des arbres sauvages parce que c'est pareil, pour que ça coûte moins cher, on est passé par le plan Plantons des haies. J'ai monté un dossier avec Benoît Vinet et Agrobio Gironde pour cette partie-là. Donc on avait des financements qui pouvaient quasiment couvrir tous les frais si on faisait une bonne partie du travail parce que une partie des frais, en fait, on pouvait valoriser le travail qu'on faisait dans le dossier. Pour que ça fasse moins cher au niveau des arbres, j'étais parti sur des arbres sauvages. Donc on a planté des prunus, euh, des, euh, des merisiers, des pommiers, des poiriers sauvages. Et maintenant, je m'amuse, je me suis formé à la greffe, je m'amuse à les greffer. Et là, j'ai planté, c'est eux qui coûtaient le plus cher, j'ai planté les 200 chênes truffiers dans la propriété, donc en alternance avec les arbres fruitiers, et dans l'idée que, ben, moi, à un moment donné, j'ai des truffes voilà, qui poussent. C'était un peu cette idée d'arriver à une diversification. Donc là, les chênes truffiers, ils étaient en dehors des subventions, donc eux, ils m'ont coûté, je crois que c'était 20 balles le plan. Ouais, ouais, voilà. Donc c'est eux qui m'ont coûté le plus cher dans l'affaire. Euh, Les donc ça, chaînes, Christian, les chaînes truffiers, c'était avec une idée de production ou c'était ouais, juste... ouais, c'est une idée de production. Oui, ils sont mycorhizés, hein. Je les ai achetés mycorhizés. Tu les as achetés mycorhizés, d'accord. Et du coup, tu as plein de truffes? Du coup, non, parce qu'ils sont trop jeunes, mais j'en aurai un jour peut-être. Ouais. Non, c'est pas tant de 10 ans, quoi. C'est ça la Ah diversification. ouais, c'est ça, c'est une dizaine d'années C'est avant. une dizaine d'années, mais même les arbres fruitiers, le temps qu'ils s'installent, tu vois, je vais avoir. C'est ce que je regrette maintenant, c'est d'avoir pas embrayé plus tôt dans ces plantations. Tu vois, entre C'est super de 2017 l'avoir fait et déjà. 2022, 2023, voilà, j'aurais aimé.
J'aurais dû embrayer plus tôt. Mais Mm. bon, voilà. Bon, c'est comme ça. Bon, On fait c'est les choses au super fur et à déjà de mesure et l'avoir voilà. fait en tout cas. Effectivement, ouais, l'idée vraiment, c'est d'arriver à. Voilà, ça c'était lors de la plantation, on arrosait. Alors, je suis parti. Il y a différentes manières de faire de l'agroforesterie viticole. Moi, je suis parti, j'ai condamné un rang. Sur les nouvelles plantations, j'ai fait des plantations où j'ai replanté des arbres, mais là, j'ai pris 6 mètres entre les rangs pour permettre de garder la mécanisation. Là, ces deux rangs-là, c'est des rangs que j'abandonne en termes de mécanisation. Alors, pourquoi pas avoir mis les arbres? Certains les mettent dans le rang. En fait, j'ai pu observer chez des vignerons qui étaient un peu plus avancés en agroforesterie que les arbres souvent étaient blessés par les fils par le palissage dans le rang, alors que là, ils vont pouvoir se développer. Et que quand les arbres sont développés, en fait, c'est pas deux rangs qu'on abandonne pour la mécanisation, mais c'est trois rangs. Donc là, moi, je sais que j'abandonne ces deux rangs, point. Donc, c'est des rangs où je passe pas. J'ai essayé des trucs quand même pour gérer l'herbe là, pour la coucher ou la tondre. J'ai acheté une moto faucheuse, mais je dois dire que c'est physique. Et j'ai opté maintenant pour la faux. Alors c'est un peu physique, mais c'est pas plus lourd qu'une moto faucheuse. Voilà. Et je le fais quand j'ai le temps, donc souvent ça reste avec pas mal d'herbe. Bon, là c'est une petite vidéo pour voir un petit peu que j'ai fait cet été pour voir le développement de la haie depuis. Là, on a la haie de bordure qui s'est bien développée, qui a été faite donc en 2018. Elle est plutôt homogène. Et ça, c'est les rangs intraparcellaires avec les arbres qui sont bien développés, le chêne truffier. Et puis en général, des arbres fruités. Et ça, c'est mes arbres qui ont été greffés, c'est les pommiers. J'ai eu des belles réussites, je suis assez content de moi. Voilà. Et puis, ça, c'était pour montrer la réalité. Et là, alors, tout ça pour montrer quel est le but, c'est de produire quand même du raisin. Est-ce que j'arrive à produire du raisin? Donc j'ai fait quelques petites vidéos cet été pour montrer que bah, malgré toute l'herbe, malgré la période de sécheresse, on avait quand même des vignes qui se sont bien développées, qui n'ont pas souffert. En tout cas, une majorité n'ont pas souffert. Vous verrez qu'il y en a certaines qui ont souffert du stress hydrique. Et donc, cette vidéo, c'était pour montrer qu'on pouvait avoir beaucoup d'herbe et des vignes qui poussent. Là, on est bah, juste avant tressage, quand on est en juin. Je suis désolé du son, hein, c'est CapCut qui met un son à la con. Euh, voilà, et donc on avait quand même un peu de raisin et c'était joli et une végétation qui était très homogène. Et là, c'est là où ça fonctionne pas. J'ai des parties du vignoble où, bah, malgré tout ce qu'on a fait, ben, ça n'a pas décollé ou ça décolle très difficilement. Et là, effectivement, il faudrait que j'ai un peu plus de moyens pour pouvoir être un peu plus interventionniste. Donc là, en fait, c'est une vidéo qui montre, ben, là, on n'a pas, c'est pas homogène. On a quelques rameaux dynamiques, mais ils sont pas si nombreux. On a une plante qui devient majoritaire, qui est le brachypode penné, et si on prend sur de la bioindication, ça veut dire qu'on a une vie microbienne faible, qu'on a une matière organique qui se dégrade mal et qui manque un peu de matière organique animale pour relancer tout ça. Donc ça, c'est pour montrer que bah, il y a des parcelles, des parties de la propriété où, où c'est pas cool, où ça marche pas, où c'est pas encore fluide et qui mériterait d'avoir un peu plus de moyens pour le faire, pour faire décoller. Bon, malgré tout, il y a quand même eu cette année des choses intéressantes. Là, on est sur une parcelle, c'est une vieille parcelle que j'ai récupérée, c'est du fermage qui était dans un sale état et où il y avait eu un semblant de réforme de Guyot en cordon. Donc on est reparti de là et puis j'ai commencé à mettre... euh, alors au début, on a sélectionné des zones, des points de végétation, puis on a dit, bah là, on va systématiquement tailler toujours sur le deuxième bois pour toujours accumuler de la réserve. Et maintenant, bah, ça commence à fonctionner. C'est des vieux Cabernet Francs. Ils sont en enherbement total parce que
C'est mes derniers 150 et j'ai pas de matériel pour les travailler. C'est pas tondu depuis 3 ans et il n'y a pas de travail du cavaillon. Donc on voit quand même qu'on arrive à avoir quelque chose qui pousse. Et là, on est 100% enherbé. Voilà. Euh, Là, c'est à la maison sur les guyos simples. Donc, bah, il y avait du raisin. Après, les grappes n'étaient pas très fournies parce que, bon, 2025, l'initiation florale de 24 a été mauvaise. Et donc, on a des grappes qui étaient un peu lâches. Là, les Malbec, bon, il y a des grappes, mais elles sont pas très fournies. Mais on voit quand même que le pied, il avait quand même un peu de raisin. Et ça, c'est après vendange. Et puis là, c'est des photos à la propriété avec là où ça fonctionne. C'était plutôt très joli. Ça, c'est après vendange, une fois qu'on a enlevé. Voilà, on avait des très jolies grappes. Et puis par endroits, là où c'était plus en souffrance, c'était plus la cata avec des dessèchements de rafles et, euh, et des grappes qui avaient séché sur pied. Voilà, qui n'étaient pas très belles. Ça, c'est vraiment sur les zones qui fonctionnent moins. Et là, c'est sur mes blancs, j'avais de très jolies grappes et puis aussi j'avais des catastrophes comme celle-là. Voilà, donc c'était mitigé sur une partie, tout ce qui pousse mal, on voit que ça prend cher et là où ça pousse bien, où il y a beaucoup d'herbes, mais il y a aussi une belle végétation sur la vigne, et ça pousse bien. Donc on voit que c'est pas complètement indépendant. C'est pas parce qu'il y a de l'herbe, je crois que la dernière fois, là, sur le dernier webinaire, Marceau avait dit que là où il pousse beaucoup d'herbe, la vigne pousse bien. Ben oui, je peux le constater. En général, quand l'herbe est dynamique, la plante est dynamique, la vigne est dynamique. Alors, donc dans ce contexte de crise, moi j'ai décidé de partir sur une simplification de mon itinéraire technique, principalement en limitant mes passages mécaniques. Alors, bon, j'ai aussi essayé d'avoir une simplification de la taille. On est parti sur du yo mixte et simple ou en cordon, donc avec des systèmes qui nous permettent d'aller relativement vite parce que les pieds sont homogènes, les sarments sont non broyés, le travail du cavaillon est simplifié, on fait qu'un seul passage de Rollensem, pas de rognage, pas de giro, pas de travail de l'interrang. Donc en gros, c'est sur le passage mécanique que j'ai essayé de faire une optimisation. Après, je ne vais pas parler de traitement, mais j'essaie de traiter le moins possible et voilà, en essayant d'être le plus efficace possible. Et à Bordeaux, actuellement, on est tellement au fond du gouffre que certaines personnes essayent, et c'est pas un jugement de valeur là-dessus, mais essayent de transformer leur guyot en TRP, souvent sans préparation préalable, TRP, taille rase de précision, donc de la taille mécanique, et vigne autopalissée, c'est-à-dire qu'on rogne très tôt, qu'on ne fait pas de levage. Donc ça, c'est actuellement préconisé aussi par la Chambre d'agriculture. Voilà. Les résultats, alors je vais vous montrer des vidéos que j'ai fait chez un collègue qui l'a fait. Moi, je m'inquiète un peu sur la pérennité du système productif. Ça, c'est cette année après vendange. Donc, on est sur de la TRP qui a été faite donc sur du guyot qui n'a pas été ébourgeonné et qui a été directement passé en TRP. Il y a rognage précoce, pas de levage. Donc, en termes de coût, ça a été. Tu peux pas faire mieux, hein. Là, c'est imbattable. Mais quand on voit le résultat, alors cette année, 60 hectos de moyenne sur ces parcelles, donc super, hein. Il a fait le rendement, il était content. Vu la dynamique de pousse qu'on a sur les pieds, il y a eu très très peu de bois dynamique. Les feuilles sont tombées tôt. Je suis pas certain que l'année prochaine, il fasse le même résultat. Il va être obligé de repasser dans les pieds cette année parce que quand même, il y a un peu il y a un peu de travail à faire, de remise en ordre. Et le problème, c'est que s'il commence à réfléchir beaucoup là dans ses vignes, parce qu'il va refaire du TRP, s'il repasse à la main pour enlever quelques points de végétation, s'il réfléchit trop, il va perdre énormément de temps. Donc moi, je suis pas, je pense qu'il faut le préparer, le passage en TRP. Ces systèmes-là, un peu sauf qui peut. Bon, c'est gagnant cette année. Je suis pas sûr que ça soit gagnant sur le long terme. Mais bon, on est dans des situations. Enfin, voilà, faut voir qu'à Bordeaux, la situation, elle n'est pas joyeuse. Donc chacun essaie de trouver des solutions. Voilà, j'espère que l'année prochaine, il aura un bon rendement, mais moi, je suis pas certain, en tout cas, vu la mise en réserve qu'il y a eu cette année, que ça soit aussi efficace que cette année.
Mais en termes de coût, là-dessus, on est tout bon. Alors, on a fait, nous, de notre côté, une petite étude économique, mais en restant dans des trucs un peu classiques, sans aller dans ce que je vous ai montré. C'est un travail qui a été fait avec Marie-Pierre Lacoste-Duchesne et Claire Chenu et moi-même. On a essayé de comparer, on a mis des chiffres, en fait, et des heures de travail entre les différents systèmes, en partant d'un système classique où on désherbage, où on fait de la sertie, on fait du tonte, 10-40 sur où on passe un tourne un rang sur deux, travaille un fond sur deux, et on reste très conventionnel à un système un peu dans mon esprit très simplifié, où on passe un peu moins avec du mécanique et un peu plus avec du à la main. Euh, voilà, ça c'est les résultats. Donc au final, en fait, le dernier système, le dernier itinéraire qui est simplifié, on va dire. On arrive, alors en nombre de passages, c'est surtout sur le mécanique où on gagne, où on passe de 22, 24 à 15 en passage mécanique. En passage manuel, sachant qu'en traitement, on a mis à peu près le même nombre de passages pour pas s'embêter dans les itinéraires. On est parti sur le même nombre de passages, ou je crois sur les itinéraires de traitement. Euh, En passage manuel, on gagne, il n'y a pas une grande différence. C'est surtout le tressage qui vient dans l'affaire, rajouter un passage manuel. Et puis, on voit qu'en nombre d'heures, globalement, on baisse en nombre d'heures totales de travailler, un peu plus en manuel et beaucoup moins en mécanique. Enfin, beaucoup moins, 10%, 8% de moins. Et au final, au final, on se retrouve avec en nombre d'heures, en coût hectare, grosso modo, on a une baisse de 8% par rapport à des systèmes classiques. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour montrer que bah, finalement, c'est des systèmes. Là, dans les systèmes, là, on est parti sur des gens qui quand même travaillent, hein. Enfin, il y a de l'ébourgeonnage, il y a du levage, du relevage. On n'est pas parti sur des systèmes complètement décalés, comme j'ai vu tout à l'heure, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais pour montrer que finalement, de passer d'un système à un système un peu moins interventionniste, finalement, on y gagne en termes de coût. Et je crois que je suis pas mal pour la présentation. Il me semble que c'était. C'est Ouais, un timing incroyable, t'as vu Christian. ça? Je n'ai jamais vu ça de l'histoire de YouTube. Euh, ah ouais, bah comme je te disais, hein, les gens peuvent pas trop poser de questions dans le chat quand ils n'ont pas de compte YouTube. Donc voilà, moi j'ai quelques questions aussi qui m'arrivent. Euh, du coup, là sur tes parcelles, donc sur la gestion de l'enherbement au niveau du cavaillon, est-ce Au que niveau du cavaillon, je suis disque et moteur et étoile cresse. Donc en fait, c'est un outil qui laisse l'herbe, enfin qui laisse la partie qui travaille légèrement. C'est un outil rotatif qui travaille légèrement le cavaillon. Et l'étoile cresse qui vient tourner pour déplacer les mottes de terre et pour essayer d'enlever l'herbe. Voilà. Après, je m'énerve pas, hein, je suis pas on a l'outil, je l'ai en commun avec mon voisin. Mon voisin fait 4 passages, moi j'en fais qu'un, quoi. Tu vois. J'en ai fait 2 au total cette année. Un dans l'année et un après-vendange. Donc voilà, enfin, je suis pas non plus excité pour enlever l'herbe. Faut pas que ça, je cherche pas le côté nickel. Par contre, je suis borderline en permanence, hein. Voilà, dans mon système, quand je dis je suis borderline, c'est-à-dire qu'une année très pluvieuse, une année où pousse le truc, le fait d'avoir plein d'herbes, ça peut être un problème par rapport aux maladies cryptogamiques. Bien que reste, euh, je me dis qu'il n'y a pas que ça. Voilà. tu as l'impression, tu veux dire que l'herbe favorise les pathologies? Alors, il y a enfin, quand on t'explique, et même moi je l'ai conseillé il y a quelques années, on te dit il faut que ton cavaillon soit propre pour que l'air circule, pour qu'il n'y ait pas d'humidité qui reste au niveau du système de grappe. Donc on va dire que c'est le point limite. Mais
mais c'est pas parce que tu vas avoir de l'herbe tant qu'elle n'est pas massive autour de tes grappes, c'est pas, pour moi, c'est pas un souci, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, ok. Communément, on dit qu'il faut que l'air circule. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Arsène, il te demande si tu avais plus de moyens, qu'est-ce que tu ferais en plus ou différemment? Si tu payais l'ISF, Christian, que Euh, ferais-tu? C'est une euh, bonne question. Voilà, est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu es bloqué? Euh, ouais, je serais un peu plus interventionniste donc sur les zones qui marchent moins bien, où je repartirais à refaire des semis sur ces zones-là. J'essaierai d'aller sur des choses comme les de compost, les lithofères, le basalte, essayer d'apporter de la matière organique, voilà, essayer de relancer un peu plus de manière un peu plus importante, un peu plus intrusive. Voilà. Ça, j'aimerais. Et honnêtement, si j'avais un peu plus de sous, je me serais lancé dans la culture de céréales intrants. en interrant? Ouais, et je Mais trouve quand que tu c'est dis dommage. culture de céréales, c'est enfin mettre Ouais, l'avoine ou vraiment. ouais, de céréales, de l'orge, du voilà. Je trouve que on a un intérêt qu'on n'occupe pas. Pour avoir discuté avec quelques anciens, moi j'ai la parcelle de Malbec là que je montre en taille. Le propriétaire m'a dit son père à la sortie de la guerre avait cultivé des céréales entre les rangs des vignes. Donc ça c'est fait. Et je trouve dommage, tu vois, on dit actuellement on arrache de la vigne pour replanter des oliviers qui vont produire dans 20 ans ou dans 10 ans, des noisetiers qui vont pareil produire dans longtemps. Et on ne s'occupe pas de dire, alors que dans l'entre-deux-mer, tu as des vignes à 2,50 m, 3 mètres, où il y a de la surface que tu n'optimises pas. Et voilà, après, je sais qu'il y a un problème réglementaire parce que le cuivre et certains produits ne sont pas homologués sur la céréale. Mais bon, voilà. Ça me Et il y a des permet de petites moissonneuses-batteuses qui permettent de récolter. Et moi, ça serait mon kiff, vraiment. Ah ouais, ok. Voilà. Oui, Alors, donc c'est en fait, c'est plus parce après qu'en le tillage parce que c'est pas tant de le. oui, mais ça demande effectivement de se mettre à plusieurs. Mm. Mais si t'es, ouais, ça se demande d'être effectivement de faire un truc collaboratrice. Mais tu vois, sur un hectare de vigne, tu as un hectare de vigne, ben, tu produirais 50 hectos de raisin ou 40 hectos de raisin et je sais pas combien de quintaux de blé. C'est pas. Bien sûr, tu feras jamais le rendement d'un céréalier qui optimise l'affaire, mais tu aurais un rendement enfin un apport supplémentaire. Après, On c'est peut peut-être faire un complètement. appel aux paysans boulangers Ouais, ouais, de ouais. Bordeaux, Tu mets, voilà. tu mets du rouge de Bordeaux, une vieille variété. Il y a des moulins là qui sont associatifs. Après, derrière, tu vas moudre ton truc, mais il faut des silos, il faut des trucs. Et voilà, il faut des minimums d'investissement. Mais si j'avais de la thune et plus de moyens, Mm. voilà. Mais ça, c'est un peu pour pousser au bout du système, multiplier le système. Et je trouve que on est parti sur des. Mais moi, hein, j'ai planté des arbres qui vont mettre 10 ans pour cultiver. Et si on pouvait trouver des systèmes alternatifs dans nos rangs en culture annuelle, ben, ça pourrait nous aider. Tout à fait, oui, oui. Et pourquoi pas, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, des légumes ou Alors ça, c'est déjà fait aussi, les légumes. Tu vois, Ouais. dans la vieille parcelle que j'avais récupérée, la toute première, il y avait ce qu'on appelle des jouales. Donc c'était des rangs qui étaient plus larges où étaient cultivés les légumes. Et je m'étais amusé à planter, alors c'est l'année où ça a gelé en 2021, donc en 2017. Je m'étais amusé à rouler de la paille. J'avais pris tu vois, une bonne trousse de paille et dans ces rangs qui étaient plus larges, j'avais déroulé des rouleaux de paille et j'avais mis de la pomme de terre et j'avais mis aussi des tomates. Alors les tomates ont gelé, mais la pomme de terre ont poussé et j'ai eu une belle récolte de patates. Et est-ce que le fait de mettre de la pomme de terre, du coup, tu es obligé de. Je me rends pas trop compte, j'y connais rien en Bah, patates. en fait, je passais pas dans les rangs où j'avais mis la paille, parce qu'en plus, ça faisait une sacrée hauteur. Ouais, Donc, j'étais ok. passé dans les rangs où je passais dans les rangs où j'avais pas roulé ma paille, mais c'était des rangs plus larges. Donc, voilà. Et après, du coup, pour récolter tes pommes de terre, il y a une espèce de travail du sol, du coup, Oh, ou. ben, en fait, j'avais posé, en fait, l'idée, c'était un peu le truc, tu poses pas du tout, tu travailles pas du tout tes sols.
Tu mets tes patates sur l'herbe et tu mets une dose de paille de dingue. J'avais mis 10-20 D'accord. cm Donc, de tu paille. fais pas de trou, quoi. Ah non, tu fais pas de trou et puis ça pousse entre le sol et la paille. Ça marche très bien. Ah ouais, super. Ça marche très Ok. bien. Je l'avais fait une année et le résultat avait été top. Mais D'accord. Ouais, ben, tu vois, c'est des bons tuyaux quand même. Moi, j'avais déjà entendu les fraisiers aussi, des espèces de fraisiers rampants, ouais, ça je comme, sais pas. comme quoi il y avait une bonne cohabitation. Guillaume, il demande, est-ce que le Attends, broyage des sarments, quelles sont les problématiques sanitaires? Alors oui, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être tu n'étais pas là, Guillaume, donc on va revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a moins de matière organique, mis à part le travail supplémentaire? Ah oui, pourquoi en fait on les laisse comme ça au sol et on les broie pas? Je pense que c'est ça Ouais. la question de Oui, Guillaume. oui, je comprends. En fait, broyer, l'idée, c'est que quand tu les broies, effectivement, tu vas faciliter le travail de décomposition. C'est souvent ce qui est expliqué. Moi, c'est pour économiser le broyage, hein, donc un passage de travail de tracteur. Et en fait, le fait de les laisser sur le sol, ça, c'était Konrad Schlebrek qui me l'avait expliqué. En fait, si tu veux, les champignons qui se trouvent sur le sol et euh, entre l'herbe, dans l'herbe et sur le sol, qui vont aller dégrader la lignine, ils vont fixer l'azote de l'air, aller choper l'azote de l'air. Et en fait, tu n'auras pas de fin d'azote, alors que quand tu les broies et que tu les enfuis légèrement, c'est l'azote du sol qui vont aller choper et tu peux avoir des fins d'azote. En laissant sur le sol, en fait, c'est les champignons, ils vont faire le taf avec l'humidité qu'il y a dans l'air et l'azote qu'il y a dans l'air. Oui, ok, j'entends ce que tu dis. Voilà. Et Et moi, en je me fait, pose la question, si tu broies et que tu fais une espèce de paillage au pied de tes vignes, comme une espèce hein, de il couvercle. faudrait avoir des grosses doses enfin, en tout cas, chez moi, il n'y a pas une biomasse de bois pour arriver à te faire un super paillage. Ouais, d'accord. C'est, Ok. faut reprendre. Il y a des systèmes, mais non, il y a des systèmes est-ce qu'il faudrait un déflecteur pour envoyer sur le pied? Ouais. Mais à chaque fois que tu broies, en fait, euh, voilà, moi, c'est surtout, honnêtement, ça me coûte rien ça m'évite un passage et les bois sont quand même dégradés, Ok. même Est-ce s'ils que, sont pas. Christian, on essaie de remettre la caméra comme il y a plus le partage? Ah oui, alors attends, Comme je ça, vais on te arrêter. voit. J'arrête le partage. J'arrête le partage. Ouais, tu peux arrêter le partage et puis comme ça, et remettre ta caméra, comme ça, on te voit, c'est plus sympa. Bah Voilà. oui, voilà, chouette. Ok. Et du coup, s'il y avait, euh, dans toutes les pratiques que tu as proposées ce soir, Euh, une qui te semble vraiment être l'évidence, c'est parce que parfois, tu vois, on peut avoir cette angoisse de se dire, oh là là, mettre tout ça en place en même temps, entre l'enherbement, agroforesterie, biodiversité, la taille. Euh, le choix que tu trouves le plus stratégique et le plus indispensable, voilà, même si on paye toujours pas l'ISF. Non, mais moi, le plus facile à mettre en œuvre, c'est le démarrage chez les semis. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Puis surtout, alors, faut faire gaffe. Tous mes semis, c'est de la semence fermière. À part le mélange veuf, qui est qui est pas de la semence fermière et qui est un peu plus cher. Mais la base, faut partir sur la semence fermière. Et ce qui marche très bien, c'est la céréale et la légumineuse. Voilà, tu fais de la biomasse rapidement et avec du Et triticale. ce serait quoi la répartition? Tu as une idée entre légumineuses et céréales En qui général, on part dit qu'il faut à peu près 30% de légumineuses pour arriver à avoir un peu d'action sur la fixation de l'azote de l'air. 30% de légumineuses, donc ça peut être trèfle, vesse. Ouais, enfin, après, tu peux. En fait, il y a la févrole qui marche bien. Après, c'est des problèmes de grosseur de. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai semé avec un. C'est les diamètres c'est les diamètres de graines qui peuvent poser Hmm. problème. Donc moi, je t'avoue, sur certains, j'ai semé à la main.
Et donc là, je mélangeais avec un peu de sable et puis je balançais. Et autrement, j'avais fait avec un, un semoir des ateliers paysans. De Un l'atelier collègue. paysan. Oui, je l'ai fait Ouais, intervenir, moi, sur la formation viticulture grandeur nature. Jeudi, là, d'ailleurs, de cette semaine, avec Guillaume. Et, non, mais c'est incroyable, hein, ce qu'ils font. ouais. Donc ils avaient fait un atelier chez un pote qui a fait un semoir avec eux. Et donc en fait, j'empruntais ce semoir. Et donc là, c'est un semoir avec un système de limbre. Et donc tu arrives, si tu as du poids et de la céréale, ça passe. OK. Ça passe. Faut jouer avec les canules, mais tu peux mélanger les deux. Voilà. Mais tu peux pas faire, par exemple, la févrole et la graine est trop grosse. Il faudrait faire Oui, deux c'est des passages. grosses graines rondes. C'est vrai que ouais, ça peut être un peu Et après, compliqué. ce qui va bien, la veste et même le pois fourragé, ça passe avec la céréale. OK. Et je sais pas, je dis ça comme ça, on parlait de légumes, mais du coup, mettre du radis, mais du radis. Oui, alors ça existe de mettre des radis. Souvent, alors moi, c'est vrai que j'ai jamais associé j'ai jamais associé, j'ai toujours fait céréales légumineuses, mais souvent on préconise céréales légumineuses et crucifères, et donc souvent radis chinois, enfin des trucs avec des grosses racines pivotantes. Ouais, OK. C'est vraiment d'avoir un truc un petit peu qui fasse de la biomasse et qui explose un peu le sol. Voilà. Hmm. Mais moi, je ne l'ai jamais trop utilisé. Et puis, tu vois que sur les sols, finalement, même si j'ai pas utilisé de radis chinois et de machin, les sols sont quand même plutôt bien décompactés. Ouais. Et après, tu me demandais s'il y avait deux choses. Pour moi, les deux choses, le triptyque, c'est OK, le sol, on travaille, et c'est simple de mettre des céréales et légumineuses. Et derrière, le travail sur la taille. Ouais, OK. La taille physio qui finalement ne coûte pas grand-chose. Ouais, Quoi. ça coûte un changement de paradigme et un changement de manière de penser et de tailler. Après, c'est pas simple de transformer les deux, mais au moins, tu augmentes les réserves et tu augmentes l'homogénéité de ta parcelle. Et quand tu joues à pas du tout fertiliser, je pense que c'est important. Parce que c'est ça, hein, moi, je Oui. fertilise pas. La seule chose que je fais, Oui, toi, tu mets c'est pas de croquettes d'azote, de non, trucs du comme tout. ça. Je suis à zéro depuis toujours, en fait. La seule chose que je fais en apport, c'est des extraits foliaires. En ferment, je fais des purins ou des tisanes ortie, prêle, consoude. C'est toi qui fais les tisanes, tu peux acheter tout fait. Comment ça se passe quand Non, ça je fait? fais. Donc, Alors moi, si tu veux, ça fait partie des choses que j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais j'accompagne la plante tout au long de l'année. Alors je fais de la biodynamie, mais ça depuis 2021. Mais à côté de la biodynamie, j'ai maintenant ma tisanière. Soit je fais des tisanes, soit je fais des extraits fermentés. Et je suis parti du principe que je ramasse autour ce qui pousse. Donc c'est les orties, ça j'en trouve. C'est de la consoude. En début, avant les orties, c'est la consoude. J'ai des endroits, il y a des zones humides dans le coin, on a des jolies consoudes. Après, je vais passer alors aussi du pissenlit, mais ça c'est ma belle-mère, ça vient de Haute-Savoie. Et après, c'est la seule chose qui n'est pas locale. Après, je vais partir sur valériane, j'en fais pas mal, et de l'aquilée millefeuille. ok. Et alors, pissenlit, c'est quoi le sauce? Ah, et pissenlit, ça apporte de la silice, phosphore, Ok. donc ça renforce la cuticule. Et puis le symbole, si tu es un peu plus dans le symbolisme, c'est la lumière, donc c'est la silice, hein, ça apporte de la lumière, donc ça aide à lutter contre les maladies Tu fais cryptogamiques. ton passage à quel moment, du coup, avec les pissenlits? Oh, c'est en début de saison, ça. En général, j'attaque par de la consoude. Ouais. Et après, je peux faire du pissenlit parce que c'est les premiers en fleurs aussi. Donc souvent, Tu voilà, utilises fleur-feuille? fleurs. Fleur. Uniquement fleur. Ok. Et après, sur la consoude, plante entière. D'accord. Ouais, ouais, bah, non, mais bon, il y a tellement de choses à faire. Donc, Guillaume, il te dit merci. Bah, du coup, c'est très clair. Enfin, voilà, sur l'explication du broyage des sarments.
Donc, merci pour ces infos-là. Et pour information, donc, que ce soit Christian ou aussi Marie-Pierre qui est à Bordeaux, François Darjos qui est dans le sud-ouest, enfin, toute cette corporation architecte du vivant, c'est aussi des gens qui font du conseil. Donc là, nous, on a le privilège de les avoir voilà, en visio, mais pas dans nos parcelles. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, il y a cette possibilité de conseil, mais aussi via la formation. Enfin, voilà, il y a des possibilités de prise en charge par les OPCO. Voilà, donc il y a mon numéro dans le fil de discussion. Et puis, voilà, vous pouvez aussi trouver les contacts des architectes du vivant directement pour être accompagné parce que, ben, en fait, des fois, on a envie de mettre des choses en place et ça semble un monde. Et le fait qu'il y ait du collectif et que quelqu'un voilà, nous prenne un petit peu par la main, ça peut vraiment aider. Donc, je pense qu'il faut voilà, pas rester seul avec ces questionnements et ces problématiques. Et puis, prendre contact, voilà. Et d'une façon ou d'une autre, on peut trouver des solutions. En tout cas, merci Christian, c'était ben, voilà, hyper intéressant tout ça. Euh, on peut voilà, continuer à échanger s'il y a quelques questions. J'ai l'impression que dans le chat, non, je ne vois pas. Arsène, Guillaume, c'est bon, on a traité. Donc, on va vous souhaiter une bonne soirée. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers vous, soit sur le site des architectes du vivant, par le site de Vers de Terre, vous pouvez trouver mon adresse mail et le numéro que j'ai mis dans le fil de discussion. Et on sera très heureux de continuer à échanger avec vous. Donc, merci infiniment, Christian, pour ton temps, ta présentation. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée